Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bien, Monsieur Morel, merci d'abord de nous recevoir. Et est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? En ce moment, un retraité. Oui, mais vous n'avez pas été que ça. Je dirais même un retraité budgétivore, compte tenu que j'ai dépassé 94 ans. Il est évident que s'il y en avait beaucoup comme ça, et s'il y en a encore beaucoup, compte tenu des difficultés financières du pays, il faudrait mieux qu'on disparaisse le plus vite possible. C'est pour ça qu'à une certaine époque, vous vous souvenez quand il y avait encore des anciens combattants de 14-18, eh bien, c'était très bien. L'armistice du 11 novembre à l'Étoile, on n'avait qu'à en décorer quelques-uns avec le temps de cochon qu'il faisait, et on était sûr que dans les 15 jours, il y aurait beaucoup moins de destinataires à la retraite du combattant. Ne me renvoyez pas, c'est mon habitude de prendre un petit peu tout. Non, vous voulez savoir ce que j'étais, quand je suis rentré dans la résistance, j'étais évidemment lycéen, puisque c'était en 40, j'avais 17 ans, et j'étais au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Ensuite, j'ai continué dans la résistance au lycée de Rennes, à partir du lycée de Rennes, pour retrouver une formation de réseau. Qui était le réseau, d'abord, il était la mission Savannah, qui était une mission envoyée par le BCRA, commandée par Joël Letac. Qui devait arriver à intercepter les aviateurs allemands dans le Morbihan, les aviateurs qui étaient au camp de Meucon et qui logeaient à Vannes. Mais quand Joël Letac est arrivé avec son équipe, les Allemands avaient changé leur plan et les aviateurs couchaient au camp de Meucon, si bien que la mission ne servait plus à rien. Joël Letac est reparti en Angleterre, et dans l'Angleterre il est revenu, et je crois qu'il est revenu d'ailleurs par le Nord Finistère, d'où il était originaire. Et il est revenu pour créer le réseau Overcloud, qui est un réseau d'action du BCRA. Alors on a travaillé avec le réseau Overcloud jusqu'à partir. Moi, je les ai rencontrés à partir du lycée de Rennes en 41, en novembre 41, jusqu'en 42, où il y a eu les arrestations du réseau Overcloud. Joël Letac et pas mal des agents ont été arrêtés, si bien qu'on a été coupé de tout contact avec Londres. Et puis, il a fallu retourner. On a d'abord sauvé les rescapés, et on a continué à travailler dans les mêmes conditions qu'on travaillait avec Joël Letac. Ensuite, il a fallu retrouver un contact avec le BCRA, parce que si on n'avait pas de contact avec Londres, il était évident qu'on ne pouvait pas faire grand-chose.
On a donc retrouvé le contact avec le BCA en début 1943 avec le réseau Marathon Chinchilla qui a été dirigé par Yves Mandrin, qui était un 5 gallons de la marine. C'était là un réseau de renseignement qui dépendait du BCA. Contrairement avec Overcloud, c'était réseau action, là on était au réseau de renseignement et ça a tourné jusqu'en juillet 1943 où Yves Mandrin a été arrêté et à la suite de ça, le contact encore coupé, si bien qu'on a eu la chance de rencontrer François Vallée, qui était un officier du SOI du colonel Buckmaster, qui venait d'être parachuté. On a travaillé avec le réseau SOI de François Vallée jusqu'en novembre 1943. En novembre 1943, on a été infiltré par la Gestapo et j'ai reçu à ce moment-là l'ordre de rejoindre l'Angleterre. D'abord les échecs par mer et ensuite l'ordre de venir prendre contact avec un réseau d'évasion du BCRA qui était le réseau Pernod et le réseau Pernod qui devait nous diriger vers les Pyrénées et qui avait comme base près des Pyrénées à Tarbes. Mes contacts, comme on a pris les contacts à Paris avec la rue Brunel dans un bar qui était tenu par quelqu'un qui s'appelait ou qui s'appelait pas Marius, hein, et ensuite on avait une base qui était la rue Truffaut, le 66 rue Truffaut. Alors à la suite de ça, je suis donc arrivé en Angleterre. En Angleterre, j'ai été récupéré par d'abord par le Patriotic School, où je suis resté à Patriotic School à l'interrogatoire, et j'ai été récupéré par les réseaux Buckmaster, c'est-à-dire la section française du Special Operation, les réseaux Buckmaster dirigés par le colonel du même nom. J'ai fait un stage de remise au point là-bas sur quelques explosifs et autres. J'ai fait un stage de parachutiste et ensuite, comme il était trop tard pour être renvoyé en mission, on m'a renvoyé récupérer à Paris la DGER pour continuer sur la bagarre, sur le front, d'abord sur le Val d'Aran et l'Alsace. J'ai été à Colmar à l'état-major du général Baps, et puis ensuite je suis revenu à Paris. À Paris, on m'a envoyé pour finir la guerre sur le front de l'Atlantique. Et du front de l'Atlantique, au moment de l'arrêt des hostilités, je me suis trouvé à Paris, et puis je me suis fait
démobilisé, puisqu'on pouvait être démobilisé quand on s'était engagé pour la durée de la guerre. Et puis, comme j'avais pas l'esprit très militaire, je suis retourné à la vie civile. J'ai eu la chance et la joie de retrouver mon père et mon frère qui rentraient de déportation et ma mère qui était sortie de prison. Alors, mon père en particulier a été ce que j'appelais, il avait, je crois, une sympathie pour les camps de concentration, parce qu'il a commencé d'abord à la prison de Rennes, ensuite il a été à Nassweiler, le Struthof, et puis après ça, il est parti à Dachau, ensuite à Allach, après à Mauthausen, ensuite à Melk, et il a été libéré à Ebensee. J'ai dit vraiment, tu te plaisais bien dans ces hôtels 4 étoiles. Alors, finalement, quand je me suis retrouvé démobilisé, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Alors, c'est là où on voit les vocations. Je me baladais en balade à Paris. À l'époque, on se retrouvait entre copains et on menait une vie intéressante, pas très sérieuse dans le genre, mais peut-être pas très catholique. Et sur le Louis, je rencontre un copain qui m'avait rendu service au cours d'un passage à Paris. Il me voit et il me dit « Tu viens dîner ce soir à la maison, je préviens mes parents et on t'emmène. » Mais il dit « Entre-temps, je vais rue Garancière. » Je dis « Rue Garancière ?» Je dis « Qu'est-ce que c'est ?» Et ben il me dit « Rue Garancière, tu vas voir. » Je suis arrivé là, c'était l'école dentaire. À l'époque, il n'y avait pas encore de faculté, il y avait des écoles. Alors, j'arrive là, et la secrétaire qui me voit, je sais pas, on devait avoir à ce moment-là des gueules particulières, les mecs qui venaient, les jeunes qui venaient d'être démobilisés. Elle me dit, mais vous ne voudriez pas venir à l'école dentaire ici? J'ai aucune idée. Elle me dit, mais vous devez être démobilisé. Ben, j'ai dit, oui, à propos de l'école, les études dentaires, ça durera combien de temps? Et elle m'a dit, vous avez combien d'années de guerre? J'ai dit, je viens d'être démobilisé et j'ai commencé la résistance en 40-41. Alors, elle me dit, vous pouvez faire vos études en 3 ans à une condition, c'est que vous fassiez sauter toutes vos vacances, sauf 1 mois, hein, et puis vous venez faire des stages ici. Ben, j'ai dit, on peut toujours essayer, mais je vais vivre comment? Eh ben, elle me dit, vous êtes pris en charge. À l'époque, on avait des bourses. Alors, j'ai fait dentaire, hein, et puis j'ai retrouvé en particulier pas mal de copains au cours des quelques vacances que j'avais en venant à Rennes, d'anciens déportés, dont Dubois, qui a été arrêté dans le réseau Pernod, et sur la place de la mairie, je rencontre Dubois, 2 autres, et puis arrive une fille qui arrive, et il dit, je te présente ma cousine. Il dit, tu dois la connaître. Il me donne le nom. J'ai dit, oui, je connais son père, mais elle me dit, elle fait dentaire à Paris. J'ai dit, dentaire où ça? Elle me dit, à Garancière. Ben, j'ai dit, moi aussi. Et c'est comme ça
que j'ai rencontré, je suis revenu à Garancières, on en est sortis tous les deux, on s'est mariés en 47, et si bien je ne suis plus français libre depuis 47. Si vous calculez, né en 23, j'ai pris ma retraite, et depuis j'ai pris ma retraite, j'ai continué à m'occuper de la, comment dirais-je, de la résistance, en rentrant au comité d'action de la résistance, d'abord avec Marie-Madeleine Fourcade, et puis j'ai été président du comité d'action de la résistance et vice-président de la fondation de la résistance. J'ai lâché le comité d'action de la résistance que j'ai fait rentrer au souvenir français. Et maintenant, ben, je suis là. Je continue quand même à aller dans les lycées, dans les collèges, et même à la prison à Fleury-Mérogis. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir à l'Espagne, mais juste avant, quand vous allez passer la frontière, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez passé la frontière et comment vous avez été accueilli en Espagne? Alors, comment vous voulez savoir le parcours? On arrive au-dessus d'Andorre avec le guide et on descend. C'est là que j'ai appris qu'on pouvait descendre dans la neige sur les fesses avec un bâton comme ça. On descend très bien. Ça marchait parfait. On est arrivé à Ordino. À Ordino, le guide nous a fait prendre l'apéritif. On s'est tapé un ou deux pastis de là-bas qui est à 40. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a dormi. Et le lendemain, le guide n'était plus là. Il était reparti. Si bien qu'on a traversé Andorre et nous sommes arrivés, l'équipe que nous avions, là, à Lafarga, qui est à la sortie d'Andorre. Là c'est le passage qui a réussi, parce que le premier passage, il a foiré d'ailleurs. On était parti de Tarbes pour passer par le Tourmalet et descendre, et on a été obligé de revenir. Et ensuite, moi, je suis revenu à Paris pour mettre le réseau Pernod au courant du pépin qu'il y avait eu. Là, ils m'ont renvoyé, ils m'ont demandé d'aller monter un réseau d'évasion en Bretagne. C'est à partir de la rue Truffaut. Et quand je suis revenu, la Gestapo était passée rue Truffaut. Si bien que je suis reparti à Tarbes. Je suis arrivé avant la Gestapo. C'était à quelle période à peu près? C'était en mai 44 ou quelque chose comme ça. Et à partir de, je suis arrivé avant la Gestapo, si bien que j'ai réussi à prévenir toute la section de Tarbes qui risquait d'un pépin. Alors, il n'y a pas eu de problème, mais en même temps, j'aurais dit, il faut absolument que j'aille prévenir en particulier deux convoyeuses qui étaient les sœurs Benoît à Gap. Je suis remonté à Gap. À Gap, je les ai empêchés d'être arrêtés. Je les ai ramenés à Paris. À Paris, j'ai repris contact avec le bistrot de la rue Brunel pour avoir des nouvelles. Et j'ai compris que tout le monde était coxé. Je suis reparti à Tarbes, et ça, à Tarbes, c'est la tentative fructueuse qu'on a eue. La dernière,
où on s'est retrouvé donc à descendre sur Ordino, c'est-à-dire Andorre, et Andorre qu'on a traversé comme ça. On est arrivé à la Farga où on s'est fait piquer par les carabiniers. Les carabiniers, j'avais un mauvais renseignement. On m'avait dit qu'il fallait avoir 18 ans, pas plus de 18 ans, pour ne pas aller en tôle et passer directement. Mais il fallait surtout avoir moins de 18 ans. Et le résultat pratique, c'est ma fausse carte, elle était 18 ans. On est donc parti à CODORL. À CODORL, on est resté à la Posada pendant quelques jours. J'ai même réussi un coup de bol, il fallait être gonflé pour le faire. Je suis allé à la poste et j'ai réussi à contacter à Barcelone, c'était un consulat britannique, pour leur dire que je donnais mon nom et que j'étais à CODORL. Ça servait à rien. Je vais dire pourquoi. Parce que je m'en suis aperçu en Miranda. Donc on est resté là quelques jours et puis un beau matin, on est venu nous chercher, encadré par 2-3 carabiniers. On n'était pas inquiets. On est monté dans un car, on est arrivé à Lérida. À Lérida, on est rentré dans un commissariat, et au commissariat, on nous a interrogés, demandé qui nous étions. Il est évident qu'on leur donnait les noms qu'on avait, qui n'étaient pas, on ne leur donnait pas notre véritable identité. Et en sortant du commissariat, grosse surprise, il y avait un tas de carabiniers qui étaient là, on a été encadrés, et là, on n'a pas eu le temps de réagir, ça ne servait à rien d'ailleurs, et on nous a emmenés à la magnifique prison dégueulasse et vieillotte qui était la prison de Lérida, où j'ai fait la connaissance de bestioles que je ne connaissais pas, qui étaient les punaises. Et les punaises, ce sont des bestioles intéressantes. Tant qu'il y a de la lumière, elles restent au plafond. Et quand la lumière s'éteint, elles dégringolent. Et puis, ça sent pas très bon. Et quand vous avez un copain, par exemple, qui ne trouve rien de mieux que de dire 81, 82, 83, il les écrase. Alors, on est resté quelques jours à Lérida. De Lérida, un beau matin, on s'est trouvé convoqué et enchaîné, menottes au moins et tout le bazar, pour aller à la gare, direction Saragosse. À Saragosse, on est arrivé à nouveau dans une nouvelle prison qui était récente, mais qui avait autant de punaises qu'à l'ancienne. Et là, j'ai eu une réaction très intéressante. On était en cellule, on était plusieurs là-dedans, et puis un gars un gardien qui me semblait plutôt un type qui était un taulard, qu'ils avaient mis comme gardien, qui rentre et qui crie pelliculon, pelliculon, pelliculon. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. Et puis il me voit, je vais lui plaire. À l'époque, j'avais des cheveux et j'y tenais. Il m'a embarqué, je me suis trouvé assis sur un tabouret, et puis un gus avait une tondeuse, il a commencé à faire des ronds sur mes cheveux que je voulais dégringoler. J'ai voulu rouspéter, j'ai pris un grand coup de poing dans le dos, j'ai dit ça sert à rien, et puis on m'a rembarqué dans la cellule où tous les gars
sont foutus avec sa tête de rire en voyant Tondu, parce qu'il m'avait laissé les moustaches. Et à l'époque, j'y tenais beaucoup. J'avais des moustaches à la claque des vols. Et quand on a à peine 20 ans, on tient quand même à garder un certain standing. Et il paraît que c'est très marrant de voir un mec tondu avec des moustaches à la claque des vols, parce qu'ils sont bien marrés. Comme j'avais une serviette, j'ai fait un tournant. Il y a un gardien qui est rentré, ça ne lui a pas plu. Alors, j'ai pris un grand coup de poing dans la figure, pas dans la figure, dans la poitrine. Il m'a arraché ma serviette de façon à me faire comprendre que ici, j'étais beaucoup plus à la mode avec un grand tondu. Alors on n'est pas resté très longtemps à Saragosse. Et de Saragosse, un beau matin, on nous a remis dans le train, toujours enchaînés 2 par 2, là, et direction Miranda. On est arrivé à Miranda, eh bien, je me trouvais dans une équipe française. On m'a mis au groupe français, malgré que depuis tout, j'étais rentré en Espagne, je prétendais être canadien-français, avec l'accent que vous entendez. C'est un bon accent canadien, ça fait certainement état de vérité. Là, je me suis trouvé interrogé par le responsable du groupe français, et puis on s'est engueulés tous les deux, parce que j'ai senti que c'était un gars qui était un officier d'active qui partait rejoindre l'Afrique du Nord, en fait pour se dédouaner. Et je ne sais pas, dans la conversation, il m'a dit qu'il était breton et qu'il était de Redon. Alors, je lui ai dit, Redon? J'ai dit, ben, je connais très bien un vétérinaire à Redon qui s'appelle un tel, etc. Ça ne l'a pas convaincu de me mettre canadien-français. Mais comment c'était possible, cette organisation à l'intérieur du camp, d'avoir un groupe français, un groupe britannique? L'organisation était faite à l'intérieur par les détenus ou par... Ce sont les autorités espagnoles qui nous groupaient par nationalité. D'accord. C'était plus pratique pour eux d'avoir le coin des Français, le coin des Anglais, le coin des Polonais ou autres qui pouvaient se trouver là. Et en sortant de mon entretien, je claque la porte, je bouscule un type. On se regarde méchamment d'ailleurs. Je le regarde. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Il me regarde. Il dit, j'ai dit André. C'est quand même moi qui t'ai aidé à passer en Espagne. Il me dit, mais c'est pas possible. Il me dit, il me reconnaissait pas du fait d'être tondu. Il me dit, il y a longtemps qu'on te cherchait, on t'attendait. Il dit, t'es considéré comme disparu. J'ai dit, mais toi? Il dit, moi, je suis le patron du groupe britannique. J'ai dit, ça tombe bien. J'ai dit, ils veulent pas moi connaître comme Canadien. Il dit, t'inquiète pas, ça va pas tarder. Et j'ai couché quand même avec le groupe français encore le soir. Et le lendemain matin, j'étais considéré comme britannique et je rejoignais le groupe britannique. Si bien que ça m'a permis d'abord d'avoir un traitement sur place au point de vue nourriture qui n'était pas désagréable, et puis
de rester très peu longtemps dans le camp, parce que l'ambassade a été prévenue immédiatement que j'étais là, et je ne sais pas pourquoi, mais ils avaient envie de me récupérer assez vite. Et c'est en fait le chef de groupe qui avait le contact avec l'ambassade. André, en fait, il s'appelait Diminjoglu. C'était un grec. Ah, d'accord. Et pendant votre passage, vous êtes passé avec des Espagnols. Au départ, vous avez passé la frontière avec des passeurs espagnols. Quand vous passez de France en Espagne, c'est un groupe. De France en Espagne, il y a toujours eu un guide espagnol. Oui. C'est d'ailleurs pas le même qui nous a fait passer la deuxième fois. Et il venait de quel groupe, vous savez pas non, il était de Toulouse ou de... Il ne nous donnait pas d'explication. D'accord. Et nous, on ne posait pas de questions. Et lors de ce passage, vous dites dans un des témoignages qu'à Lansdowne, vous rencontrez un maquis de républicains espagnols. Vous avez eu quel type de rapport avec eux? On est juste passé le soir pour coucher. C'était du côté de avant Verniolle ou dans ce coin-là. Il n'y a pas un bled qui s'appelle la Roque, le coucher au maquis espagnol. C'était avant Vigdoso. Ah oui, d'accord. On a eu d'ailleurs, je ne sais pas où, c'est peut-être une nuit, un orage épouvantable dans les Pyrénées, et c'est là que je ne connaissais pas ce que c'était qu'un orage en montagne. C'est spectaculaire. Quand on est arrivé à CODOL, on était la Posada, on y couchait, mais on y mangeait. Mais on se baladait dans CODOL comme on voulait. On allait prendre le café dans un restaurant hôtel de CODOL qui était très bien. Et c'est là que on a rencontré en particulier un curé espagnol, un prêtre qui est venu discuter avec nous, il parlait très bien français d'ailleurs, et il nous a dit oui, vous êtes tous des communistes qui rejoignaient l'Angleterre. Pour le clergé espagnol, j'ai l'impression qu'à l'époque, on était tous des communistes. Et dans les prisons, vous avez été à Miranda et à Saragosse, vous avez eu l'occasion de rencontrer des prisonniers républicains espagnols. Qu'on savait, mais on n'était pas mélangés. On sortait entre nous. Il nous faisait sortir. Il ne tenait pas du tout à ce qu'on se rencontre. Et pourtant, ce capitaine, vous l'avez côtoyé? On l'a aperçu. Et il ne sait pas où dire qu'on a su. Il avait été condamné à mort. Oui, et vous étiez, comme vous n'êtes pas resté longtemps, vous ne savez pas s'il a été exécuté, vous ne savez pas. Pourquoi les autorités espagnoles vous arrêtent, quoi? Oh ben, comment? Je crois que Franco n'avait pas voulu se raccrocher à Hitler, mais en gardant cette position-là, ça lui permettait d'avoir du ravitaillement en tout genre. Et on servait, si vous voulez, de monnaie d'échange entre Franco et le régime franquiste et les Alliés. L'ambassade britannique était officielle à Madrid, en Espagne, tandis que le gouvernement représentatif français, c'était Pétain. Et il y avait néanmoins une représentation de la France libre avec le général Boyer-Masse.
quand on est arrivé à Madrid, en sortant de Miranda, on est passé à l'ambassade britannique qui nous a logés à l'hôtel Mediodia, près de la gare Atocha. Là, on était très bien, et c'était d'ailleurs formidable parce qu'on savait que dans cet hôtel, il y avait des gens qui rejoignaient ou l'Angleterre ou l'Afrique du Nord ou l'Algérie, mais il y avait aussi des Allemands, il y avait des Italiens qui étaient dans l'hôtel. Mais on était très bien à Madrid. On a passé quelques jours à Madrid, on ne s'est pas ennuyé. Et après, vous êtes parti à Gibraltar, donc. Après, Gibraltar. Et Gibraltar, quand je suis arrivé à Gibraltar, j'étais avec mon adjoint, on était tous les deux, les autres du groupe qui étaient avec nous étaient repartis du côté de l'Algérie, tandis que nous, avec mon adjoint, on était destinés à aller à Gibraltar. À Gibraltar, on était très bien reçus. Je suis resté 48 heures à Gibraltar, où j'ai bu pas mal de whisky. Et puis j'ai eu la possibilité d'avoir mon baptême de l'air, parce que comme j'étais considéré comme un VIP, il fallait qu'il rejoigne l'Angleterre, alors qu'on aurait peut-être pu, si on n'avait pas voulu que je rejoigne Buckmaster, on m'aurait envoyé directement sur l'Algérie à partir de Madrid. Alors là, j'ai pris l'avion et je suis arrivé à Bristol, où m'attendait un gentleman très sympathique, très aimable, qui m'a fait prendre le train et qui m'a emmené directement à Patriotic School, alors que moi, je pensais que j'arrivais en Angleterre et que j'étais en pleine liberté. Et à Patriotic School, je suis resté 3 jours, où alors j'ai eu un interrogatoire. Il est évident qu'ils avaient raison. Ils étaient bien obligés de savoir. On aurait très bien pu être des agents doubles, détournés par les Allemands. Et au bout de 3 jours, bien, les services du Special Operation Executive sont venus me chercher, m'ont logé dans Londres. Et puis c'est là que je vous ai dit, j'ai fait un stage de mise au point de certaines choses dans une école spécialisée autour de Londres à Russie, et j'ai fait mon stage de parachutiste à Ringway, à Manchester. Et comme dit souvent Fred Moore, le chancelier de l'Ordre de la Libération, il dit, si t'as pas la baraka, t'es foutu. Pour parler mieux français, on a le pot, on a le pot, on n'a pas le pot. Bon, il faut reconnaître que vous l'avez eu alors. Moi, j'ai eu une sacrée veine. Si j'ai une fin de vie difficile, je dois dire qu'à cette époque-là, j'avais une sacrée veine. Je peux plus lire, je peux plus écrire. Comment j'ai d'ailleurs envie de me foutre en l'air. Ce que j'aime encore, et puis là aussi j'ai de la veine. On dit que j'ai une très grande mémoire. J'ai encore une bonne mémoire. Et ça me sert. Et puis j'aime bien être en contact avec des gens dans des lycées ou dans des collèges.
et je vous ai dit tout à l'heure, et puis j'ai fait la découverte par une équipe d'enseignants de contact avec la Fleury, avec la prison de Fleury-Mérogis, Ah oui. où j'ai discuté, j'étais étonné. J'aurais pas demandé avec des prévenus. J'aurais pas demandé pourquoi ils étaient là. Je ne voulais pas le savoir. Mais de leur connaissance historique, politique et autres, c'est incroyable. Ils vous posent ces questions. Et dans les lycées, comment que ça se passe? Lorsque vous intervenez dans les lycées, il y a une curiosité de la part des élèves encore sur toutes ces questions? Depuis des années, avec le proviseur d'Hélène Boucher, on a une réunion, la dernière réunion qu'il y avait, 300 élèves par table de 15, avec quelques dinosaures de bon genre rescapés. Remarquez, il n'en reste plus beaucoup maintenant. Oui, il y en a de moins en moins. Hein. Mais c'est très intéressant parce qu'il pose des questions. Et puis, il est évident que compte tenu de la vie qu'on a en ce moment, ils ont des questions à poser. Bien sûr. Parce que je vous dirais que moi je suis très inquiet pour samedi prochain. Et ça va me retomber sur le nez. Je ne me suis pas gêné pour dire quelque chose concernant ce qui se passe sur Facebook. Parce que pour moi, c'est mon opinion personnelle, je n'oublie pas qu'il y a un parti qui a toujours dit que la déportation c'est un détail. Ce parti avec l'extrême droite a pris position pour Papon. Bien sûr. La xénophobie, le négationnisme, etc., c'est quand même bien l'extrême droite et Madame Le Pen, son père avant. Bien sûr. Mais là, ces derniers jours, on a vu dans nombre de villes des résistants qui ont pris position, qui se sont exprimés sur ces questions-là. Oui. C'est bien. Ah, mais moi ça va, je vous dis tout de suite, vous allez peut-être en entendre parler, mais ça va me retomber sur la gueule, et je n'ai pas pu m'empêcher, compte tenu que je suis ancien résistant, fils de déporté, etc., je n'ai pas pu m'empêcher de prendre position. Je n'ai pas pris position avant le premier tour, d'accord, liberté, mais à partir du deuxième tour, il y a 48 heures, 3 jours, j'ai dit c'est pas possible, personne ne bouge, j'ai dit je vais dire quelque chose. Pas pensable d'entendre il y a quelques jours, je crois que c'était celui qui s'occupait de la campagne de Le Pen a annoncé qu'il n'y avait pas eu de gaz et on rêve. Il a été nommé président à la suite de la démission de Marine Le Pen, d'ailleurs. Président de Le Pen. Monsieur Bay. On rêve. Et je regrette que les résistants, justement, on n'ait pas pris une position cette semaine, tous, mais une position groupée. Et c'est pour ça que je vous dis, je vais certainement avoir des coups de poing, mais je m'en fous, je ne pouvais pas me taire. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne.
la larme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?